Bonjour Alain Boer. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes professeur de criminologie au Centre national des arts et métiers. Vous êtes responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Vous venez de publier Au bout de l'enquête, ce livre que vous écrivez aussi avec Marie Drucker. Alain Boer, hier, les manifestations se sont déroulées dans le calme. Est-ce que ça veut dire que les manifestants étaient calmes ou est-ce que ça veut dire que les policiers ont bien bossé? Les deux. Vous avez une réorganisation des manifestations syndicales grâce à une volonté très ferme de l'intersyndicale de gérer des manifestations de type classique, bon enfant, avec relativement peu de débordements. Il y en a par-ci par-là, mais très peu. Un niveau de mobilisation moyen, car le télétravail d'un côté, la peur de la violence de l'autre avait éloigné beaucoup de citoyens, de familles du mouvement social, puis c'était une manifestation de 500 000 personnes d'après le ministère de l'Intérieur, oui. 1 million d'après les organisateurs. J'étais venu il y a quelques années expliquer qu'on prenait le chiffre de la police, on rajoutait celui des manifestants et on divisait par deux, on avait quelque chose. Donc en gros, on est autour de 700 000. Entre 750 000, mais c'est raisonnable. L'écart est très faible, hein. D'habitude, les organisateurs, vous en annoncent 5 millions et la police 100 000. Donc tout le monde est à peu près honnête dans son estimation et on est dans une situation où les syndicats ont repris la main et surtout la mutation des méthodes de gestion des manifestations par la police, depuis le préfet Lallemand qui est arrivé en plein chaos des Gilets jaunes, jusqu'au préfet Nunez, puis les schémas nationaux de maintien de l'ordre, qui est encore évolué il y a 15 jours, amènent à être plus au contact, plus en anticipation, plus en prévention, plus en prévision, et donc en interpellant ou en empêchant des casseurs ou des blocages, c'est pas la même chose, de manière anticipée. Et ceci amène beaucoup moins de violence et de casse au moment où, c'est-à-dire plutôt la fin de manifestation ou la deuxième partie de manifestation. Donc tout le monde a très bien fait son travail, chacun pour protéger la liberté des manifestants et pour empêcher la casse. Est-ce que cette nouvelle technique, vous pouvez nous en donner quelques explications? Ça veut dire qu'on arrête de manière préventive? Pourtant hier, il n'y a pas non plus beaucoup d'arrestations. Alors on interpelle de manière pas préventive, on interpelle sur le moment en flagrant délit, mais on peut retarder, bloquer, contrôler, créer les conditions. Une absence de blocage ne nécessite pas de nombreuses interpellations, elle nécessite juste de faire éparpiller ceux qui voulaient bloquer. C'est pas exactement la même chose. Et puis entre l'interpellation et le contrôle d'identité, avant la garde à vue, il y a un espace de 4 heures, dit la Cour de cassation, qui est parfois extrêmement utile. Et enfin, le renseignement a très bien fait son travail, à la fois en anticipant un risque majeur qui a été annoncé. Est-ce qu'il n'a pas été surestimé, ce risque majeur? Quand on entendait la veille le ministre de l'Intérieur, y compris à mon micro dans le face-à-face, qui estimait entre 3 et 10 000 le nombre de casseurs, quasiment casseurs professionnels, pour reprendre même les mots du préfet de police de Paris. Est-ce que ça n'a pas été surestimé? Alors ça, on sait qu'après, vous savez que je refuse toujours de venir. Vous m'invitez régulièrement pour je vous avais même avant, proposé de venir avant, et on peut donner les coulisses ce matin. Voilà. Vous m'avez dit, il n'est pas question de venir avant, parce que précisément, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes trop dans la surenchère de dire, il va se passer ci, il va se passer ça. Et qu'on n'en sait rien. Et c'est tout à votre honneur d'avoir voulu effectivement voir les faits, et les faits ce matin sont que ça s'est déroulé dans le calme. En fait, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que le renseignement identifie un très grand nombre de personnes qui veulent passer à la violence pour toute une série de raisons. Et c'est d'ailleurs les grands message de la période. Quand il y a eu la manifestation du 10, on pensait qu'il y aurait la convergence des luttes. Je vous ai dit, il y aura la divergence des luttes. Il y aura tellement de micro-éléments partout que ça va tout changer dans la manière dont on imagine des grands rassemblements alors qu'il va y en avoir des milliers de petits. Là, c'est exactement ce qui s'est produit avec une réorganisation massive de la police, mais surtout de la gendarmerie nationale, qui a été obligée de désorganiser des grandes unités lourdes. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la bataille de chars en Centre-Europe contre les partisans. Mais c'est d'ailleurs la différence entre la stratégie qui avait été avancée la semaine dernière. Exactement. La semaine dernière, pour le mouvement Bloquons tout, c'était le même nombre de policiers, mais qui étaient diffusés à peu près partout sur le territoire pour faire face à des actions dites sporadiques. Hier, à l'inverse, on a sorti l'artillerie lourde, si je puis me permettre. Mais il y avait des grands cortèges de manifestations, 55 000 au moins à Paris, des milliers un peu partout, et donc un niveau différent. La vraie difficulté, c'est à quel moment on va se trouver dans une configuration où on aura les deux en même temps.
Car le drame ou l'histoire de la France, c'est que nous avons tout inventé en matière de mouvements, de violences sociales ou politiques. C'est un pays qui a 1000 ans de jacquerie. 1000 ans de jacquerie. Les jacqueries, ce sont ces colères populaires qui initialement étaient des jacqueries populaires. Paysannes. Oui. Et donc, on est dans une configuration aujourd'hui où nous avons toutes les crises en même temps et aucune ne s'arrête. La crise environnementale, la crise sociale, la crise économique, la crise militaire, la crise sécuritaire, la crise hospitalière. Tout le monde a entendu les messages. Et d'ailleurs, quand vous entendez et le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre dire « J'entends le message qui nous est envoyé. Et d'ailleurs, je partage une partie des revendications. » Je veux dire, le Premier ministre s'est fait le principal porte-parole de la revendication qui lui était adressée, ce qui est assez inattendu en termes de communication politique. Je pense que vous aurez probablement l'occasion de lui poser la question plus qu'à moi, mais comme spectateur, je me dis, tiens, c'est curieux comme message. C'est pas « je vous ai entendu », c'est « je vous ai entendu et je partage ». Il y avait une forme presque d'acceptation globale, d'ailleurs de droite comme de gauche, d'une colère qui devait à un moment ou à un autre s'exprimer. Parce que cette colère est tellement répandue, est tellement enracinée partout, que le vrai risque qui existe désormais, c'est en même temps les mouvements sporadiques localisés pour des revendications locales et spécifiques et un vrai grand mouvement de ras-le-bol généralisé qui peut se traduire, comme on l'a vu, non seulement par l'abstention dans les urnes, mais aussi on ne va même pas aller manifester parce que ça ne sert à rien, mais ça n'empêche pas qu'on n'est pas content. Ça veut dire qu'une partie des Français partageait l'envie de manifester, mais n'allait pas jusqu'au bout. Oui, j'ai la chance, pour me promener naturellement dans les rues, les transports, les trains, aller signer des livres, etc., de voir énormément de gens qui sont plutôt bienveillants et plutôt extrêmement agacés, énervés ou en colère contre l'État. L'État a tout promis, comme il ne tient quasiment plus rien, il y a une revendication de la promesse non tenue de l'État qui s'exprime de manière aimable et bienveillante, en tout cas jusqu'à présent, à mon égard, et à l'égard de plein de gens qui peuvent voir dans la rue. Ils ont besoin de pouvoir l'exprimer. Oui. Mais pour autant, effectivement, c'est aussi ils n'ont pas encore trouvé la bonne méthode. Qui ne vont plus forcément manifester et qui y auraient été précédemment. Est-ce que, Alain Boer, vous considérez que la bonne marche de cette manifestation hier est désormais l'idée que s'il y en a d'autres, ça se passe bien, ou est-ce qu'il y aura des alternances entre des moments de violence, comme ça a pu être le cas, violence sporadique la semaine dernière, et des moments de marche plutôt calme et bon enfant? C'est exactement ce que je pense. Une alternance entre les deux, et le pire étant le basculement d'une grande manifestation pacifique vers un mouvement beaucoup plus structuré et beaucoup plus en colère. On verra dimanche prochain avec le prochain mouvement social. Dimanche, il y a un nouvel appel à manifester qui est issu plutôt de LFI notamment. Très, très politique sur le départ du président de la République, enfin la volonté qu'il s'en aille. Et donc on va voir là aussi où est le niveau d'exaspération. Mais il y a un niveau d'exaspération bouillonnant. Personne n'a supprimé le feu sous la marmite. Il est à feu doux, mais personne n'a arrêté le... Donc il y a la question des grands moments de violence, il y a la question des black blocs qui sont d'autres que les manifestants, qui sont d'autres formes de colère, qui sont ceux qui ont été appelés des casseurs professionnels. Ils n'étaient pas là, ou est-ce qu'ils ont été arrêtés avant ? Alors, certains n'ont probablement pas pu passer la frontière, d'autres ont... Mais Parce que c'est un mouvement plus international, hein. Et très décentralisé, par ailleurs. Il n'y a pas de grand mot, il n'y a pas un grand chef qui dirige tout dans l'ombre. C'est un mouvement très décentralisé qui choisit ses combats, qui choisit ses moments, qui choisit ses mouvements, qui essaye de surfer sur les manifestants, qui a aussi une relation compliquée avec les services d'ordre des grandes centrales syndicales, parfois à la bagarre, parfois à pas cette fois parce que le mouvement est trop important pour que vous veniez polluer ce qui se passe. C'est un mouvement très politisé, hein, les Black Blocs, même les Yellow Blacks, la fusion entre une partie... C'est quoi les Yellow Blacks? C'est une expression qu'on commence à entendre... L'aile éclairée des gilets jaunes se ralliant aux Black Blocs en disant... C'est un mélange un peu aussi de complotistes, d'anti-État? Bon, de tout. En fait, c'est un mélange de tous ceux qui sont ce que j'appelle la rageosphère. Tous ceux qui sont enragés parce qu'ils en ont assez, marre, pour toutes les raisons possibles et imaginables, complotistes et conspirationnistes entrant dedans, mais pas seulement. Loin de là. L'idée qu'il y aurait une sorte d'unité ou de logique unitaire du mouvement est une irréalité. Et ça, c'est pour faire de l'emballage. Le contenu est extrêmement composite. Certains sondeurs parlent des prafistes, c'est-à-dire ceux qui seraient les plus rien à faire, c'est-à-dire qui sont en quelque sorte descendus de la société, qui désormais se disent l'État ne peut plus rien pour moi, je ne peux plus rien pour lui et je vais me débrouiller
débrouiller tout seul. Est-ce que ce mot-là, mais cela n'apparaissent plus dans les manifestations? Non, ils apparaissent plus dans la politique, ces abstentionnistes structurels, ils apparaissent plus dans les manifestations, ils se construisent leur petit espace. Mais ça ne veut pas dire que dans leur petit espace, ils ne seraient pas sensibles à Bloquons tout. Bloquons tout, ça leur parle, parce que c'est à proximité. C'est pas le grand mouvement national avec une structure des négociations des syndicats qui vont voir le Premier ministre, etc. En fait, ils se situent de plus en plus hors système. Et hors système, ça marche aussi avec la nouvelle logique des réseaux sociaux, des algorithmes, etc., où il n'y a plus de centre. Il n'y a plus que des milliers de périphéries. Christophe Guilly vous raconterait ça probablement beaucoup mieux. Le géographe, sociologue qui avait parlé de la France périphérique. Voilà. Alain Boer. Mais il n'y a plus qu'une périphérie dans leur tête. Il n'y a plus de centre. Le ministre de l'Intérieur a parlé d'une haine anti-flic. Est-ce qu'elle existe aujourd'hui? Et je voudrais évidemment vous parler aussi de ce qu'il se passe à Tourcoing, cette manifestation qui aura lieu tout à l'heure à midi, à l'appel d'un certain nombre de policiers qui demandent à manifester devant le commissariat de Tourcoing contre la libération de deux des agresseurs de leurs collègues qui donc étaient en rétention provisoire et qui ont été libérés. D'abord sur la haine anti-flic, Alain Boer. Alors, j'ai écrit depuis très longtemps que la relation entre la police et la population, quand il y avait confrontation, se traduisait essentiellement par le moment où des policiers arrivaient au mauvais moment, au mauvais endroit pour interrompre quelque chose. Il fallait qu'ils arrivent, ils étaient l'élément perturbateur par rapport au contrôle territorial de ceux qui tiennent, entre guillemets, les quartiers, les cités, les espaces, bref, tout ce qu'on veut. Là, ça a beaucoup changé. D'abord parce qu'on a commencé à agresser massivement des pompiers. Et on ne peut faire aucun des reproches aux pompiers que ceux que traditionnellement on donne aux policiers. Contrôle facial, les pompiers contrôlent rien. Tutoiement, ils tutoient pas. Agression, bah non, ils viennent pour sauver des gens, etc. Et puis on est arrivé au guet-apens. On n'a pas besoin que les policiers ou les pompiers arrivent, on les fait venir pour les agresser avec des faux incendies, des fausses bagarres, des faux incidents. On leur tend un piège. On leur tend un piège. Et là, on est arrivé à un niveau extrêmement élevé. Et donc là, quelque chose a changé dans la relation. Pas seulement avec les policiers, avec tout ce qui porte un uniforme. Postier, infirmier, situation aux urgences où on vient vous sauver parce que vous êtes dans une situation très grave. Et pourtant, il y a des bagarres de plus en plus nombreuses. Les urgences sont de plus en plus protégées contre les patients et leurs familles, voire même ceux qui viennent finir quelqu'un qu'ils n'ont pas réussi dans le cadre notamment d'un conflit. Donc ça n'est plus un espace en quelque sorte sacré. Non. L'uniforme, le service public en global, je peux parler à mes collègues instituteurs, qui sont mes collègues, on n'enseigne pas aux mêmes élèves et ni à le même âge, mais je comprends bien la souffrance qu'est la leur, la peur qui est la leur par rapport à l'agressivité générale. Il n'y a plus d'espace sauvegardé, ni protégé, ni sanctuarisé. Vous dites le sanctuaire a disparu. Vous dites initialement le policier était vu comme celui qui va venir déranger un deal ou déranger une bagarre, un règlement de compte. Et donc à ce moment-là, lorsqu'il arrive pour y mettre fin, on s'y attaque. Deuxième étage de la fusée en quelque sorte, le moment où le policier n'est plus celui qui vient empêcher, mais il devient lui-même la cible et la victime. Et le hasard. Et puis maintenant, on est arrivé à un autre point. Ce sont les policiers, c'est les policiers à Reims, c'est le policier à Tourcoing. C'est-à-dire la rencontre fortuite. On tombe sur un policier que l'on reconnaît, qui ne porte d'ailleurs pas l'habit, mais on sait qu'il est policier et on le tabasse. Vous savez, parfois il est en intervention, c'était le cas. Mais ce n'était pas le cas à Reims. Non, parfois il est en civil, parfois il est en civil chez lui, on essaye de l'assassiner, c'est le cas d'un gendarme ou d'un douanier il y a quelques semaines. Qui a été visé chez lui. Chez lui, de 8 balles. Une tentative d'assassinat a été détournée. C'est une tentative d'assassinat prémédité, structuré, avec un tueur probablement à gage, puisqu'il y en a plus. Et donc on est dans cette phase-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une guerre ouverte entre la police, parce qu'elle n'est pas la police, mais parce qu'elle est une autre bande, considérée comme une autre bande, avec les mêmes moyens que l'autre bande, et une gestion par la violence et l'équilibre de la violence, donc l'équilibre de la terreur, du contrôle du territoire. Ça veut dire que c'est une guerre de clans entre policiers d'un côté et l'État voyous de l'autre. Oui, absolument. Quelle est la suite pour cela? Est-ce que vous pouvez comprendre la colère des policiers qui aujourd'hui disent que dans le cas de Tourcoing, ils sont 5 suspects à avoir participé, semble-t-il, donc à ce tabassage en règle. Aucun n'est en prison. Je les comprends, oui, mais le problème, c'est que si on critique beaucoup les juges, il faudrait aussi parler aux parlementaires. Qui écrit la loi? Qui permet que la loi s'applique dans ces conditions-là? C'est pas les magistrats.
Les magistrats, ils adaptent une situation, casier, pas casier, antécédent, pas antécédent, connu, pas connu, premier acte. Pas... Il suffit que, et vos collègues le font très bien, ceux qui participent aux audiences après casse, après agression, etc., qui vont dans les tribunaux, ils sont parfois extrêmement étonnés de voir comment la technique juridique fait en sorte que, ben non, on aille peu ou pas en prison pour des tas de raisons diverses. Mais qui a écrit la loi? Qui l'a votée? Dans l'indifférence, l'incompétence, parfois l'idéologie sur le thème, ah oui, pas grave, pas de peine courte, pas de peine rapide, on verra plus tard. Et qui, 6 mois, 1 an, 2 ans, les mêmes parfois, vous disent, ah oui, non, mais là, c'était... Parce que personne n'écoute le terrain. Mes collègues de terrain, mes collègues, sociologues, ethnologues, enseignants, académiques, universitaires, flics, magistrats, je parle au sens... Tous ceux qui observent. Ceux qui observent vous disent, mais c'est quand même n'importe quoi. Comment vous avez pu voter des trucs pareils? Et 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, une commission d'enquête parlementaire, qui fait très bien son travail, c'est sur le narcotrafic par exemple, du Sénat, dit, ah oui, quand même, ça s'est énormément dégradé, on n'a rien vu venir. Non, non, on n'a rien écouté. On n'a rien écouté. Alain Bauer, il y a eu hier un individu armé d'une machette qui a été abattu par la police près d'une école dans le Var. C'est le procureur qui en a donné l'information. Il avait refusé d'obtempérer, avait des propos incohérents et se promenait et avançait avec son arme, y compris vers les policiers alors qu'ils avaient d'abord utilisé leur taser. Est-ce que désormais ça fait partie du quotidien? Oui. Oui. Depuis l'assassinat de Magnanville, c'est-à-dire un couple de policiers assassinés devant leur enfant chez eux, par un terroriste islamiste ou djihadiste, les policiers ont compris qu'il n'y avait plus aucun terrain sanctuarisé du tout. Chez eux, là où ils habitent, leurs familles, leurs noms sont parfois inscrits sur les murs des HLM, parfois leur téléphone, parfois le nom de leurs enfants. Ils cachent à leurs enfants le métier qu'ils font. Les policiers ont peur aujourd'hui. Bien sûr. Ce sont les policiers ont légitimement peur. Oui. Parce que la peur est devenue un instrument du contrôle du territoire et de la conquête du territoire par les opérateurs criminels. La France est un des pays préservés parce que sa police était puissante, elle était centralisée, elle était structurée. Quand et vous elle dites faisait peur aux organisations. Ça veut dire quoi? Elle l'est plus? Non. Elle ne l'est plus? Non. Pour vous aujourd'hui, elle est en déprime sociale, culturelle, morale, matérielle. Terrible. Il faut aller vivre dans un commissariat, 48 heures, avec une nuit surtout, et se rendre compte de comment ça marche. Et des difficultés auxquelles ils font face. Alain Bauer, au-delà de la question de la cible des policiers, la violence du quotidien, parce qu'en réalité cet individu armé d'une machette hier ne visait pas spécialement les policiers, mais les policiers, une fois qu'ils ont été appelés sur place par des habitants, effectivement se sont retrouvés finalement eux aussi visés. Cette question de la violence du quotidien, c'est-à-dire que certes hier, et on peut s'en réjouir, il n'y a pas eu de violence majeure, il n'y a pas eu d'image de casse. Est-ce que c'est-à-dire qu'il y a des moments, des phases dans notre société où il y a effectivement plus de violence que d'autres et que peut-être là on pourrait espérer des moments où il y en a moins? Vous savez, en fait, moi je regarde à la fois le micro, au bout de l'enquête je raconte des histoires criminelles et je regarde le macro. Le macro c'est la statistique. La statistique est la forme la plus élaborée du mensonge, on lui fait dire tout et n'importe quoi. Mais il y a un élément qu'on compte bien en France depuis 1539. L'état civil, François Ier, les morts. On sait qui naît, qui meurt et de quoi on meurt. Jamais, au cours des 50 dernières années, il n'y a jamais eu autant d'homicides, de tentatives d'homicide et de violences physiques en période de paix que durant la période que nous vivons actuellement. Ces derniers mois, la dernière statistique qui a été diffusée en août par le service statistique du ministère de l'Intérieur sur les faits enregistrés. Je ne parle même pas du sentiment d'insécurité, ce qu'on subit mais qu'on ne déclare pas ou qui n'est pas toujours enregistré. Mais en matière de violence physique, on fait plutôt bien le travail. Jamais le rythme, l'intensité, la quantité n'a jamais été aussi élevée en homicide, en tentative d'homicide et en violence volontaire à caractère physique. Je mets les violences à caractère sexuel de côté parce que le niveau de décompte historique a toujours été très mauvais et on n'en tenait pas beaucoup compte. Maintenant, on voit arriver la vague, donc ça ne fait que rajouter à ce que je viens de vous indiquer. La violence physique est devenue un instrument naturel de la vie quotidienne, qui était masqué par la violence terroriste. Un instrument de la vie quotidienne. Oui, bien sûr. On règle ses comptes et on ne demande plus à personne, il n'y a plus de médiateur, il n'y a plus de système d'intervention qui dit je vais porter plainte, je vais faire ci. Non, je vais régler mes comptes parce que c'est rapide, c'est efficace et ça me défoule.
Merci Alain Boer, j'aurais aimé de meilleures nouvelles, mais tout de même, merci en tout cas d'avoir partagé avec nous ce matin. Vous êtes professeur de criminologie au CNAM et responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Je voudrais signaler également le livre auquel vous venez de faire référence, Au bout de l'enquête, saison 3. Vous l'avez écrit avec ma consoeur Marie Drucker. Il est 8h51 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV.